Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire PME Manager en responsabilité. Il est 9h15, on va commencer. Qu'est-ce que vous en pensez, Bastien et Elodie? C'est très bien, Très bien on peut également. commencer. C'est Enchanté, parti. bonjour à tous. Bonjour, donc nous sommes de la Fabrique des territoires innovants. Moi, je m'appelle donc François Bottelier de Poix, je suis le PDG de la Fabrique des territoires innovants et je suis accompagné aujourd'hui d'Elodie et Bastien. Elodie, qui Bonjour. es-tu? Bonjour, alors moi c'est Elodie, je suis à la Fabrique des territoires innovants depuis un petit moment et je suis ravie d'y être designer. Et moi, c'est Bastien Lafitte et je suis chef de cabinet à la Fabrique des territoires innovants depuis une bonne année. Donc la FTI est une entreprise qui travaille depuis 7 ans maintenant à la transformation collaborative des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, et qui donc fait de la recherche et développement en sciences sociales depuis 7 ans sur ce sujet pour penser les savoirs et les outils d'une mobilisation des parties prenantes pour plus de performances sociales, écologiques et financières. Nous avons lancé l'année dernière notre marque Inventer Demain, qui est une marque de conseil, donc qui vise à accompagner à la fois les collectivités territoriales et les acteurs privés pour cette mobilisation de leurs parties prenantes dans un objectif de plus de performance et de résilience. Voilà en synthèse ce que nous faisons. Nous sommes une quinzaine de collaborateurs et collaboratrices, des consultants, des sociologues et des designers. Donc là, vous avez un petit mélange aujourd'hui de ce que nous sommes. Nous croisons donc des expertises pour faciliter le travail de nos clients et partenaires. Aujourd'hui, nous allons donc aborder ce sujet PME manager en responsabilité, donc qui est un sujet souvent un peu complexe, même si intéressant. Souvent, la responsabilité sociale des organisations est abordée plus facilement dans les grands groupes. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est donc celui-ci. Vous êtes une TPE, vous êtes une PME, manager de façon responsable, qu'est-ce que ça vous inspire? On va donc vous poser des questions. Alors, comme vous le voyez, ou peut-être pas d'ailleurs, là, ce que nous partageons, c'est un écran Miro, car parmi les choses qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est comment utiliser les outils de travail à distance comme Miro pour mieux mobiliser les parties prenantes. Euh, Malheureusement, dans un format court comme celui-ci, avec un nombre important de participants, il n'est pas tout à fait facile à la fois de prendre le temps de vous expliquer comment ça fonctionne et de vous faire réagir. Donc là, on a décidé de vous montrer, vous allez tout à l'heure voir quand même comment on travaille avec cet outil, mais on va utiliser le système de Livestorm, donc de l'outil sur lequel on est, pour prendre vos questions et vos réactions. Donc, je vous présente de façon générale la façon dont fonctionne Livestorm. Donc, vous avez, si vous êtes en plein écran, en haut à droite, une flèche qui permet d'afficher le panneau latéral. Si vous affichez le panneau latéral, vous allez voir arriver un chat, des questions. Donc, l'onglet questions, c'est un onglet que vous pouvez utiliser dès maintenant pour nous poser des questions auxquelles nous répondrons en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas à les poser maintenant et ensuite, il y aura une phase pendant laquelle vous pourrez voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Mais là, tout de suite, ce qu'on vous demande, c'est de réagir à cette question sur vos peurs par rapport à ce sujet et on vous demande d'utiliser l'onglet chat. Donc là, on va vous laisser combien de temps, Elodie? Alors on va vous laisser 1 minute 30 avec un petit timer et Voilà. vous allez avoir le temps de nous exprimer à la fois ce que ça vous donne comme sentiment l'idée de manager en responsabilité au niveau des peurs et au niveau des opportunités. Donc vous écrivez tout dans le chat et ensuite je retranscrirai au mieux et au plus rapidement vos idées sur le tableau. Alors, c'est parti, 1 minute 30 dans le chat, on attend vos réponses. PME, manager en responsabilité, ça vous inspire quoi en termes de peur et d'opportunité? C'est parti. Donc, vous voyez le timer Miro en bas de l'écran partagé.
Par où commencer? Oh là 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 là, ça arrive. Ça. C'est très, très, très productif. Alors, je vais du coup m'intéresser aux opportunités. Oups. J'ai fait un trop gros post-it, pardon. En tout cas, on a des éléments très, très intéressants qui apparaissent et qu'on constate chez beaucoup de nos clients. C'est souvent les mêmes peurs et puis les mêmes opportunités qui reviennent. Alors, merci, merci de vos partages, c'est riche. Effectivement, comme le dit Élodie, ça résonne chez nous et c'est la raison pour laquelle, depuis quelques années maintenant, on s'adresse aux PME et aux TPE sur le sujet de la responsabilité. Je ne l'ai pas précisé, mais moi, dans ma carrière, j'ai beaucoup travaillé depuis 10 ans sur le concept d'entrepreneuriat social, sur le concept d'impact, et concepts qui sont difficiles d'appropriation pour des entreprises qui se lancent ou pour des petites entreprises. Donc là, c'est ce qu'on retrouve dans vos peurs notamment, peur de ne pas avoir de moyens humains, de ne pas savoir par où commencer tellement il y a de travail, de sauter dans l'inconnu, que ça coûte cher, et d'un certain nombre de résistances. Par contre, vous avez aussi en tête effectivement les opportunités que ça crée, la confiance, l'innovation, la flexibilité, la différenciation, l'engagement, la cohésion d'équipe. Donc les opportunités qui sont beaucoup les pendants de vos peurs. C'est-à-dire que vous avez conscience, a priori, que si ça se fait bien, le manque de confiance ou la résistance va vous permettre de remobiliser les gens. Donc c'est effectivement le sujet qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui dans un temps court, c'est vous faire toucher du doigt que même si vous êtes tout petit, il y a des solutions pour être plus responsable dans votre management et que ces solutions, vous n'allez pas les mettre en œuvre juste pour faire joli ou parce que la RSE c'est tendance, mais parce que ça va vous permettre d'être plus performant, d'avoir de meilleurs produits, d'avoir un plus grand engagement de vos clients, de vos collaborateurs, pardon, et donc d'être plus résilient, plus performant sur le long terme. Voilà les différents sujets que nous allons aborder dans ce webinaire. Donc, je vois qu'il y a déjà des questions. N'hésitez pas à continuer à les poser. Il y en a une qui là, disposerons-nous de ce diaporama en fin de webinaire. Alors, ce n'est pas un diaporama, c'est un Miro, et vous aurez, le webinaire continuera à être visible pendant une quinzaine de jours. Voilà. Ensuite, si vous avez un certain nombre de questions par rapport à ce qu'on a abordé, n'hésitez pas à nous recontacter pour qu'on vous redonne les éléments. Voilà, bon, je ne réponds pas aux questions maintenant, c'était juste pour vous dire que les questions commencent à être posées, n'hésitez pas à le faire. Hop. 3 parties dans ce qu'on va aborder aujourd'hui. Le management responsable, c'est premièrement comment être en capacité de bien mobiliser ses parties prenantes externes. Parce que pour nous, dans la RSE, ce qui nous intéresse le plus, c'est le S, pas parce qu'on ne s'intéresse pas à l'environnement, mais parce que pour nous, la dimension sociale et collective est une clé qui permet de répondre aux autres. Donc, la première chose qu'on va aborder aujourd'hui, c'est ça, comment mieux mobiliser vos différentes parties prenantes externes pour améliorer votre performance sociale, environnementale. Deuxième sujet, on va s'intéresser à vos parties prenantes internes. Comment mieux les mobiliser aussi également pour améliorer votre performance sociale et environnementale.
Et enfin, troisième sujet, on va aborder ce sujet précis de la RSE. Vous êtes une TPE, vous êtes une PME. Comment est-ce que vous pouvez mettre en place une stratégie RSE sans vous perdre dans les méandres de quelque chose de trop compliqué et avec un budget cadré et limité? Alors, on a une remarque sur le fait que Bastien et Elodie ont de l'écho, donc ce serait bien de couper leur micro. Merci Emmanuel pour ce retour, effectivement, c'est mieux. Hop, donc première partie, comment tenir compte des parties prenantes externes dans les processus d'innovation. Je vous l'ai dit au début, ça c'est notre sujet, la FTI depuis 7 ans et Inventer demain aujourd'hui s'intéresse à mobiliser, à la collaboration, aux dispositifs collaboratifs qui permettent d'améliorer la performance. Ces parties prenantes externes, elles sont multiples. L'objectif, c'est pour une organisation d'être en capacité de s'adapter aux transformations du monde. Pour s'adapter aux transformations du monde, il faut être en capacité d'évoluer et de faire évoluer les gens avec nous. Donc il faut justement innover avec les financeurs, innover avec les fournisseurs, les acteurs publics, les partenaires, les usagers. Pour une entreprise, savoir travailler avec les territoires, c'est fondamental. Parce que justement, ça va permettre de concevoir des politiques publiques qui sont en adéquation avec les entreprises. Aujourd'hui, par exemple, sans doute que dans votre entreprise, vous travaillez le sujet de GPEC, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Bien aujourd'hui, les territoires travaillent le sujet de la GPECT, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau des territoires. Eh bien, si vous êtes en capacité de bien travailler la question des ressources humaines avec les acteurs publics, c'est quelque chose qui va vous aider à être résilient sur le long terme. Par exemple, à partager vos ressources humaines. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Collab Connect, qui par exemple fournit des ressources techniques aux collectivités et aux entreprises pour partager leurs ressources, notamment leurs ressources humaines. Travailler avec les fournisseurs, ça permet évidemment de pouvoir se projeter à long terme avec eux pour une meilleure prise en compte de tous les enjeux sociaux et environnementaux et au final pour avoir une meilleure capacité de résilience. Ça vaut avec tous les partenaires et ça vaut de façon encore plus importante avec les clients. C'est le sujet que nous allons aborder là plus précisément dans les exemples qu'on va vous présenter. Travailler avec vos clients ou vos usagers, c'est une façon d'être plus responsable et c'est une façon même plus efficace d'être responsable. Voilà ce qu'on va vous expliquer ici. Premier exemple, nous avons travaillé l'année dernière avec l'Atelier consommateurs et citoyens, qui est une filiale de C'est qui le patron, donc la marque du consommateur. La marque du consommateur qui travaille depuis plusieurs années à concevoir des produits de la grande consommation en faisant choisir leur cahier des charges par des consommateurs. Et donc, depuis l'année dernière, nous avons travaillé avec eux pour accompagner des grandes marques à faire évoluer leurs produits. Donc là, effectivement, l'exemple ne porte pas sur précisément des PME, mais on va vous montrer comment le travail avec des consommateurs peut permettre d'être plus responsable et en le faisant de façon efficace en travaillant donc avec les usagers. On parle là notamment d'une marque de la grande distribution qui vend des céréales du petit déjeuner. Comment être plus responsable d'un point de vue social et environnemental quand on vend des céréales du petit déjeuner? En fait, c'est facile. On supprime les emballages, on supprime le sucre, on supprime le chocolat, on fait du bio. En fait, ça existe déjà et ça se trouve dans les magasins bio. Pourtant, tous les gens qui achètent les céréales du petit déjeuner de la grande distribution n'ont pas migré vers les magasins bio du jour au lendemain. Donc, comment faire quand je suis une grande marque de la grande distribution pour faire évoluer le cahier des charges de mes produits tout en faisant en sorte que mes clients continuent à l'acheter? Eh bien, pour nous, il y a une seule solution, une solution qui est meilleure que les autres en tout cas, c'est de travailler avec vos consommateurs. Et donc, le travail qu'on a fait avec cette marque en partenariat, pour l'Atelier consommateurs et citoyens, C'est qui le patron, c'est comme une conférence citoyenne sur le climat, de prendre un groupe d'une vingtaine de consommateurs lambda et de les accompagner pour monter en compétences, pour être en capacité de négocier avec Nestlé pour faire évoluer son cahier des charges.
C'est-à-dire qu'on leur a fait prendre conscience de ce qu'ils souhaitaient pour leur petit déjeuner, de ce que c'était que les contraintes de cette grande marque en termes de production, en termes de marketing, pour faire en sorte qu'à la fin, eh bien, l'évolution du cahier des charges soit raisonnable et surtout ne soit pas définitive. C'est-à-dire que c'est une démarche itérative sur le temps qui va permettre de faire évoluer petit à petit la marque avec les consommateurs. Donc, pour nous, une réponse, le management en responsabilité passe justement par le travail avec les consommateurs. Et ça, donc, cet exemple générique que je vous donne là sur le petit déjeuner, eh bien, on peut le donner également sur une PME-TPE, ce qui vous intéresse, j'imagine, davantage aujourd'hui, en vous donnant l'exemple de Precidec. Donc, Precidec est un client qu'on a accompagné l'année dernière, qui fait de la découpe laser de précision pour un certain nombre de clients, notamment dans l'industrie aéronautique et automobile. Donc, la crise sanitaire, c'était pas marrant pour eux. Et Philippe Bansard, son PDG, quelqu'un d'assez extraordinaire qui veut sauver son entreprise, a une idée d'une vis que n'importe qui pourrait visser lui-même dans toutes sortes de matériaux, sans outils, et qui permettrait de suspendre 10 kilos, et qu'il pourrait produire dans son usine. Eh bien, notre travail a été, en travaillant avec les usagers potentiels, de passer de cette idée à un produit. Parce que cette simple idée qui permet de sauver des emplois, de faire du Made in France, de sauver les qualifications, notamment des collaborateurs de Precidec qui savent utiliser des machines de découpe à, je crois, 6 axes, enfin quelque chose d'extrêmement technique pour lesquels il y a très peu de concurrents en France. Eh ben, nous avons utilisé, à travers un produit qui s'appelle ID Studio, qui sont simplement 4 ateliers en 4 semaines, donc c'est quelque chose de très court et de pas cher, hein, puisque, enfin pas cher, tout est relatif, mais en tout cas un prix packagé qui permet pour une PME de prévoir, puisque nous on propose ID Studio entre un peu moins de 5 000 € et 12 450 €, et bien là en 4 ateliers, de travailler avec les usagers. Donc, notamment, là, vous avez une photo d'un des ateliers de co-design où, grâce justement à notre transdisciplinarité, on arrive à faire travailler ensemble ces inventeurs, ces gens qui ont des idées, les techniciens, avec des gens lambda qui potentiellement pourraient acheter ce produit. Et ben, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur un produit qui s'appelle maintenant l'attachante et qui n'est pas simplement une vis, qui n'est même pas du tout une vis, qui est un produit de décoration que n'importe quel urbain bobo sans outils peut acheter pour installer une patère chez lui, par exemple, ou n'importe quelle une étagère ou un objet de décoration. Voilà, j'ai pris un peu trop de temps, donc j'essaye d'avancer un peu vite. Deuxième grand sujet, je vois que mes collègues me parlent, ils doivent être en train de me dire que je suis en retard, exactement. Deuxième grand sujet, là je vous ai parlé de comment on peut travailler avec ces usagers, donc ces parties prenantes externes, pour être responsable, pour donc améliorer sa performance sociale et sa performance environnementale. Il est aussi fondamental de travailler avec ces parties prenantes internes. Plusieurs sujets qui sont au cœur de l'actualité aujourd'hui. Depuis malheureusement un peu plus d'1 an et puis quelques jours à nouveau, le télétravail est renforcé, voire imposé. Le télétravail, on le sait depuis très longtemps parce que des études ont été menées là-dessus. Un télétravail 5 jours sur 5 et sans préparation est source de stress, de baisse de performance, mais également de maladies qui peuvent aller jusqu'à la maladie cardiaque et à des décès. C'est donc pas anodin la question dont on prend en charge le télétravail. Et ce que je dis là, c'est que bien penser la question du télétravail, c'est un sujet qui permet à la fois de prendre soin de ses salariés, de travailler la question de la qualité de vie au travail, mais également d'être plus performant. Le turnover n'a jamais été aussi important que le début de la crise sanitaire, parce que les salariés, salariés ou collaborateurs, hein, c'est le même sujet, peuvent
enfin, les salariés ont beaucoup quitté leur entreprise parce qu'ils se sont sentis un peu abandonnés. Donc, voilà, pour être responsable et performant, un des sujets, c'est de mieux mobiliser les salariés à travers d'une meilleure façon de manager en situation de télétravail, à travers demain la mise en place de flex office, parce qu'évidemment, les entreprises vont vouloir rentabiliser leurs espaces dans cette situation nouvelle où on est capable de travailler à distance, et donc trouver du mixte entre le travail en présentiel et le travail à distance. Et puis, à travers voilà, un autre sujet qui est là depuis plusieurs années dans le cœur de l'actualité, qui est celui des tiers-lieux, que nous, on travaille depuis 10 ans, et qui aujourd'hui va devenir nécessaire dans les lieux de vie, parce que le télétravail, on n'a peut-être pas forcément envie de le faire à la maison avec les bébés sur les genoux. On a peut-être plus envie d'avoir à proximité un espace de coworking, par exemple, des lieux de production partagés, etc. Mais même dans les entreprises, nous, on travaille depuis plusieurs années au tiers-lieu intra-organisationnel. C'est-à-dire que demain, les espaces de travail, on ne les pensera plus comme des bureaux côte à côte, mais plus comme des lieux où on viendra chercher des ressources spécifiques, comme la rencontre, le hasard, la sérendipité. La sérendipité, ce mot qui veut dire le hasard de l'innovation qui vient d'une rencontre fortuite, mais qui en fait, même si c'est fortuit, s'organise. En tout cas, on peut mettre en place les conditions qui font que ça fonctionne. Et bien tout ça, ça dit une chose, c'est que être responsable vis-à-vis de vos salariés, c'est aussi une façon d'atteindre la performance et plus d'innovation. Un exemple, la FTI, depuis 7 ans, travaille sur le lien social et donc fait tout en présentiel. Et évidemment, avec nos collaborateurs, même si on avait une charte de télétravail depuis longtemps, eh bien, on était tous présents toutes les semaines pour la réunion d'équipe. Depuis 1 an, on a dû transformer toutes nos méthodes, et notamment nos méthodes de travail interne. Voilà, c'est un tout petit exemple, hein, mais comment maintenir le lien social dans une réunion d'équipe hebdomadaire chez nous, qu'on veut être convivial, tout en étant efficace. Là, vous avez l'exemple d'utilisation de Miro pour faire, ça c'est un tableau de projet, donc on vous fait avancer, vous voyez, il y a les projets avec les petites têtes des gens qui les mènent chez nous, et chaque semaine, les gens font bouger leur étiquette en expliquant aux gens, aux autres, eh bien voilà ce qui s'est passé sur le projet. C'est pas grand-chose, c'est juste se dire que il faut des outils pour pouvoir redonner du sens et du lien aux collaborateurs, même à distance. Autre exemple, et là-dessus, je vais laisser la parole à Élodie. On a accompagné l'entreprise Germinal l'année dernière pour passer au 100% télétravail en utilisant un outil, un produit dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle ID Studio. Et donc, Élodie va vous parler de ça rapidement. Merci François. Oui, c'est un sujet très très actuel. Et effectivement, là, l'objectif pour nous avec ce client, c'était donc après le premier confinement de permettre à tous les collaborateurs de passer au télétravail à distance ou au télétravail à volonté. Donc l'objectif, c'était de transmettre des méthodes de collaboration à toute l'équipe de Germinal pour leur permettre non seulement de télétravailler, mais aussi de conserver un niveau de communication interpersonnelle vraiment optimal, c'est-à-dire une culture d'entreprise et fédérer donc toutes les équipes tout en maintenant le niveau de service auprès des clients, évidemment. Donc pour faire cet accompagnement, on a mis en œuvre une démarche collaborative de diagnostic et de transmission des méthodes. Collaborative, pourquoi? Parce qu'on a impliqué évidemment le DRH de l'entreprise, mais aussi son équipe pour leur permettre d'outiller la communication interne suite au passage à distance des ressources humaines et de les mobiliser pour savoir réellement quels étaient leurs besoins. Donc on a fait une analyse collaborative, c'est-à-dire avec un maximum de parties prenantes sur les modalités de télétravail, sur les risques, les opportunités, les conditions chez soi, la balance vie pro, vie perso, le bien-être psychologique dont vous parlez François précédemment, et le lien social à retrouver ponctuellement, par exemple à travers des séminaires de retrouvailles. Donc on a conçu aussi des outils vraiment spécifiques adaptés à ces besoins qu'on avait identifiés pour permettre également de monter en compétence à toute l'équipe
sur ces méthodes de communication professionnelle et interpersonnelle pour qu'elles soient à la fois bienveillantes mais aussi efficaces. Donc parmi les exemples qu'on peut vous donner d'outils, on leur a notamment expliqué l'outil Feedback Wrap, qui est un outil qui permet d'être constructif dans la manière de donner du feedback, mais aussi d'en recevoir, et qui permet comme ça d'avancer sur le long terme de façon bienveillante, même à distance. On a aussi travaillé sur les OKR, et donc ça, c'est les objectifs Key Results, c'est en quelque sorte pour atteindre des niveaux de performance. Pour savoir ce qui était envisageable à distance, comment être à la fois productif mais aussi dans un bien-être. Également sur la gestion par consentement, donc ça c'est pour prendre des décisions collectives. Ça peut être fait à distance ou en présentiel, mais ça permet d'impliquer tout le monde là-dedans. Évidemment, on a aussi travaillé sur la qualité de vie en télétravail avec les 10 commandements du télétravail à distance qui ont été réalisés par les collaborateurs eux-mêmes. Et ensuite, on avait également terminé par un petit point sur la performance, la rémunération et la reconnaissance salariale, puisque même en conditions de télétravail à volonté, ce sont des choses évidemment à prendre en compte pour éviter le turnover, par exemple. Donc, à la fin de cet accompagnement, on avait quand même accéléré toute la capacité de l'équipe à sociabiliser, à créer de la convivialité, même à distance, et à garder surtout ce sentiment d'appartenance à une entreprise, même si on n'y est pas physiquement tous les jours. Je pense qu'il y a des questions qui sont apparues puisque j'ai entendu sonner, mais je vais redonner la parole à François pour la suite de la présentation, puis on reviendra dessus en fin de présentation. Merci. Je réponds juste effectivement à une question peut-être de clarification qui peut être utile pour la suite sur la différence entre salariés et collaborateurs. Globalement, on peut considérer que c'est synonyme, mais oui, aujourd'hui, les formes de collaboration avec une entreprise peuvent être diverses et variées. On travaille en tant que salarié, on travaille en tant que prestataire, et finalement, ce n'est pas forcément une question. Donc oui, effectivement, nous, dans notre acception de la collaboration et donc des collaborateurs, on a tendance à penser à toutes les personnes qui participent au projet de l'entreprise et donc à la production. Donc ça peut être plus large, mais toutes ces questions, en fait, sont des questions plutôt subjectives sur lesquelles il convient principalement de se mettre d'accord sur chez vous, qui sont vos collaborateurs. Moi, je n'ai pas de réponse générique. C'est quelque chose qui va dépendre de chacun. Troisième partie, voilà, là, on vous a montré comment on arrive, comment pour être responsable, on pouvait mobiliser les parties prenantes externes et mobiliser les parties prenantes internes. Et j'espère que vous avez compris que il y a des outils aujourd'hui relativement simples qui permettent de faire ça en gagnant en performance. C'est-à-dire que c'est pour vous, certes, un investissement, mais ce n'est pas une dépense inutile. Ça renforce la performance et la résilience de votre entreprise, même si vous êtes une TPE. Un sujet beaucoup plus technique, la RSE, la stratégie RSE, beaucoup plus précis. Les grands groupes sont dans l'obligation d'en avoir une, de faire des rapports RSE. Ce n'est pas le cas pour les toutes petites entreprises, sauf si les clients l'exigent, par exemple. Néanmoins, ce qu'on va essayer de vous montrer là, c'est que c'est possible de mettre en place une stratégie RSE de façon simple, rapide et peu onéreuse. Une stratégie RSE, c'est quoi? C'est d'abord faire le bilan sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on agit bien, est-ce qu'on agit mal, est-ce qu'on fait de la RSE sans savoir, etc. À partir de ça, définir des objectifs. Je veux atteindre une meilleure performance en termes d'émissions carbone, par exemple. C'est ensuite être capable de les mesurer et de mesurer l'évolution, être capable de rendre compte de ça aux parties prenantes et de suivre les objectifs sur le long terme. Ça peut faire peur, dit comme ça, parce qu'une boîte de 10 personnes va peut-être pas s'amuser à mesurer tout un tas d'indicateurs dans tous les sens. Non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de définir les objectifs qui sont importants pour vous et d'en rendre compte pour vous et vos parties prenantes, justement, celles qui vont exiger de vous aujourd'hui ou demain d'être performants sur tel ou tel sujet,
et de mesurer ces objectifs-là. Et donc ça, une RSE adaptée à une TPE ou à une PME, c'est possible. Voilà ce qu'on va essayer de vous montrer maintenant. On vous a parlé d'Idée Studio, donc notamment par rapport à l'Attachant, qui est notre outil, notre produit d'accélération de projet en 4 ateliers, 4 semaines, adapté à des petits projets ou des petites entreprises. Nous sommes en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Sustaining, et notamment James Newsom, son dirigeant. Et nous avons donc co-créé avec eux un produit qui s'appelle Idée Studio RSE, et qui permet justement dans un temps très court, de mettre en place une stratégie RSE dans une entreprise de petite taille, dans un budget pré-cadré et limité. Et là aussi, je vais laisser Élodie nous en dire quelques mots. Merci François. Oui, comme vous disiez François, en fait, cette méthodologie Idée Studio RSE, elle est très intéressante et très rapide puisqu'elle repose en fait sur le croisement de plusieurs expertises, comme on le fait à la FTI, mais également avec Sustaining, qui est notre partenaire RSE. Donc, ça nous permet d'accompagner les clients avec une approche à la fois basée sur les méthodes du design thinking et également sur les savoir-faire en sciences sociales et en management grâce aux consultants de la FTI, et aussi d'avoir cette expertise RSE par ce partenaire Sustaining. Donc ça nous permet d'accompagner justement toute cette envie d'avoir des modèles économiques plus performants du point de vue environnemental, social, mais aussi économique. Donc c'est une méthodologie qui est conforme aux normes de reporting international et de calcul d'émissions de carbone, par exemple. Donc ça, c'est ce que nous permet le partenaire Sustaining, qui en fait va offrir des indicateurs clés de performance qui ne sont pas forcément des indicateurs très complexes à mettre en œuvre, puisque c'est une offre qui est vraiment basée sur les PME. Donc par exemple, on peut prendre l'exemple d'une PME qui aurait des partenaires responsables dans l'impression de ces supports de communication. Mais ça, c'est un des indicateurs à formaliser, justement, et on se rend compte que beaucoup d'entreprises qu'on accompagne ont déjà mis en place plein de petites stratégies RSE, mais qu'il faut les formaliser. Donc, pour ce faire, on a d'abord une première phase où on clarifie la raison d'être du projet. Ça dure un atelier avec les parties prenantes de l'entreprise. On clarifie aussi l'écosystème, c'est-à-dire justement ces parties prenantes dont on vous parlait, pour savoir qui est impliqué, qui est informé à quel moment et sous quelle modalité. Et donc ça nous permet d'avoir un document de cadrage interne et externe aussi, pour formaliser cette volonté de RSE. Ensuite, ce qu'on propose aux clients, c'est de prévoir leur stratégie RSE. Donc là, pour ce faire, on identifie les opportunités et les points de vigilance. Donc ça peut être des manques à combler, des actions à mettre en place et des opportunités par rapport au marché. Et tout ça, on le formalise dans un parcours projet qui permet justement de classer les actions chronologiquement en fonction des parties prenantes qui vont être amenées à les faire. Ça peut être des parties prenantes internes, donc les salariés ou collaborateurs, ou des parties prenantes externes de financement, de partenariat, etc. Et ça nous permet ensuite d'arriver à une dernière phase qui dure un petit peu plus longtemps. C'est sur 2 semaines, mais ce n'est pas 2 semaines entières, hein, c'est quelques heures par-ci, par-là, et qui permet en fait de concrétiser les accompagnements, donc de concrétiser et de formaliser les indicateurs dont je vous parlais et dont parlait François, notamment par le biais d'un questionnaire RSE et ensuite d'un risque index. Donc ça, c'est un document que François vous présentera juste après, qui est évidemment accompagné de préconisations sur la mise en place d'une politique d'amélioration continue, puisque l'objectif dans tout ça, c'est pas de faire uniquement de la RSE à un instant T, mais bien de suivre tous ces indicateurs, de s'améliorer petit à petit, comme vous le voyez dans le schéma dont vous parlez François précédemment. Et donc je vais relaisser la parole à François
N'hésitez pas à poser vos questions encore une fois si vous avez besoin de clarification. Merci beaucoup, Élodie. Donc, voilà, là, on va rentrer sur une dimension un peu plus technique, mais dont on s'est dit que ça pouvait vous intéresser. Je vous racontais l'anecdote, hein, il y a 12 mois, la FTI n'organisait que des ateliers en présentiel. Donc, nous avons cette chance d'être collaboratifs, donc résilients. Et nous avons réussi à réinventer toutes nos méthodes. En 2 mois, on est passé on a été en capacité de faire l'intégralité de nos missions à distance, y compris l'animation de séminaires de travail en parallèle de 1000 personnes. On a fait ça plusieurs fois. Et notamment sur l'idée Studio RSE, c'est ce qu'on va vous montrer maintenant. Idée Studio RSE, donc cet outil, ce produit dans lequel on va faire travailler ensemble les différentes parties prenantes pour concevoir le parcours projet qui va permettre d'atteindre les objectifs que l'entreprise s'est fixés pour sa stratégie RSE. Le parcours projet, chez nous, c'est un atelier de 3 heures. On fait toujours en sorte que nos clients n'aient quasiment pas besoin de travailler avant, quasiment pas besoin de travailler après, hein, que le travail soit concentré dans les ateliers. Donc le parcours projet, c'est un atelier qui est un peu long, de 3 heures, dans lesquels on travaille ensemble, y compris à distance, pour concevoir ce parcours. Et là, on va vous montrer ce que ça donne en accéléré. Donc ça, c'est un test. Hop, pardon. Toc, toc. Donc c'est un parcours projet qui est issu d'un client réel, mais qu'on a bien évidemment anonymisé. Ça vous permet de voir la construction qui se base notamment d'abord sur les objectifs finaux pour faire découler toutes les actions pour atteindre ces objectifs par la suite. Donc, vous voyez, ça c'est l'outil Miro, ça se passe comme ça en vrai. Alors, ça met 3 heures, hein, donc effectivement, là, c'est tout à fait accéléré. L'idée, c'est qu'en général, on parte des objectifs et qu'on se demande qu'est-ce qui va nous permettre d'y atteindre. Ce tableau projet, il est coupé en 3 lignes. Au milieu, c'est l'équipe projet, donc c'est l'équipe qui est en charge de la mise en place du projet RSE. En haut, on a les usagers, donc évidemment, qui ont été définis dans l'atelier précédent. C'est-à-dire de qui parlons-nous, de quelle partie prenante vont être au cœur de la stratégie RSE de l'entreprise, et donc à quel moment il faudra travailler avec elles. Est-ce que ce sont les clients? Est-ce que ce sont les voisins? Je ne sais pas. Et en bas, il y a tout ce qui est back-office, coulisses, tout ce qu'il faut faire. Par exemple, la mesure carbone, c'est peut-être pas vous qui allez le faire en direct, donc il y a peut-être un travail à faire. Et donc, ce travail de maïeutique permet de faire réfléchir l'équipe projet aux dimensions concrètes du travail qu'il y a à mettre en œuvre. Et en général, c'est un atelier qui n'est pas facile parce que on se pose des vraies questions sur qui va faire quoi, sur qu'est-ce qu'on a déjà dans nos placards, sur qu'est-ce qu'on n'a pas encore, sur la difficulté qu'il va mettre en œuvre. Mais à la fin, on a cet outil qui est le guide qui va permettre de travailler dans les mois à venir. Dans Idée Studio RSE, c'est évidemment pas inventer demain qui fait tout le travail, c'est inventer demain qui donne le pouvoir au client de tout faire lui-même parce qu'il a compris tous les enjeux, il a compris tout ce qu'il avait à faire. Et donc la phase suivante consistera ensuite à la mettre en œuvre, et c'est là qu'on passe le relais à James, notre partenaire de Sustain-In, parce qu'il y a quand même une dimension technique dans la RSE, sur les indicateurs qu'il faut renseigner, etc. Ce qui permet ensuite d'obtenir en 4 semaines, donc, un rapport RSE adapté à votre organisation, même s'il s'agit d'une petite entreprise. Voilà, nous en avons terminé avec cette présentation. Et donc, je vous propose maintenant qu'on passe à la partie questions-réponses. Donc, vous avez, je vous le rappelle, à droite, pour ceux qui ne le savent pas, donc vous avez un bouton qui vous permet en haut à droite qui vous permet d'afficher le panneau latéral dans lequel vous avez un onglet questions. Donc là, on va vous laisser un petit temps. Élodie nous dira combien, elle mettra un timer
vous allez avoir un petit temps pour à la fois poser des nouvelles questions si vous le souhaitez, et également pour voter pour les questions qui vous intéressent, puisqu'on les prendra dans l'ordre. Donc, vous voyez, vous avez un bouton à gauche des questions qui vous permet de faire monter les questions qui vous intéressent. Oh, et donc ça veut dire qu'on n'est pas en avance, on a 1 minute. Donc, allez, dépêchez-vous pour poser les questions. En attendant, vous pouvez voir qu'on a répondu à certaines des questions, notamment sur les critères qui définissent l'obligation pour une entreprise de présenter un rapport RSE. Donc, vous pouvez retrouver la réponse. Donc, c'est un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros, plus de 500 salariés depuis la loi Grenelle 2. Et également, nous avions une question de Christine qui nous demandait si nous avions des études à disposition pour prouver l'intérêt, le lien qu'il peut y avoir entre une performance économique et une stratégie RSE. Et là également, vous avez une étude de France Stratégie qui fait une centaine de pages et qui démontre que le bénéfice est réel sur la performance économique d'une entreprise. Et vous avez le lien, donc vous pouvez y accéder facilement. On a également une question qui vient d'apparaître sur les délais et coûts pour ID Studio RSE, à laquelle je vais vous répondre tout de suite. Donc, c'est un accompagnement qui dure 1 mois. On a une première phase d'un atelier de 2 heures la première semaine. Ensuite, l'atelier de 2 à 3 heures dont vous parlez, François, sur le parcours projet, 4 heures la semaine suivante. Et ensuite, un accompagnement de 15 jours où là, il y a des rendez-vous pour accompagner nos clients sur leur analyse des risques et opportunités sur la plateforme Sustaining, donc avec l'expert RSE. En ce qui concerne les coûts, on a des tarifs qui sont adaptés à différentes structures et ça va de 6 000 euros à 14 000 euros pour un accompagnement encore plus complet. J'espère que ça répond à la question. Merci. Le timing étant passé, je crois qu'on peut faire démarrer la réponse en direct, a priori. Ah oui, exactement. Donc, la question la plus votée. Parfait, mais n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Hein. Je crois qu'il nous reste au maximum une petite dizaine de minutes, donc on a un petit peu de temps. Alors, Sophie Broquet nous demande « La création de valeur économique est encore trop souvent opposée à la création de valeur sociale et environnementale. Comment réconcilier réellement les deux ?» Alors, c'est effectivement… alors, je vais commencer à répondre, mais si vous en êtes d'accord, Sophie, je vais peut-être vous proposer de venir sur scène pour nous dire plus ce qu'il y a derrière. Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous le proposer ça dans 2 minutes, le temps de vous faire… de voir ce qu'il y a derrière vous et de vous mettre dans une situation dans laquelle vous êtes OK pour passer sur scène. Oui, alors moi je vous ai dit, ça fait 10 ans que je travaille sur ce sujet. Pour moi, l'entreprise du 21e siècle sera sociale ou ne sera pas. C'est le titre du bouquin que j'ai écrit il y a 10 ans avec Jean-Marc Borrello, le délégué général du groupe SOS. La valeur économique et la valeur sociale ne peuvent pas être opposées. Pour moi, c'est un principe philosophique, mais c'est également un principe de performance. C'est-à-dire que c'est ce qu'on montre, hein, Bastien l'a dit sur la RSE, mais c'est sur les questions humaines, c'est évident. Hein, la création de valeur sociale doit pouvoir permettre et permet, on le voit, nous on l'observe depuis 6 ans qu'on fait de la recherche sur ce sujet et de l'accompagnement de nos clients, ça permet d'aligner les intérêts. Aligner les intérêts, ça permet d'éviter les problèmes futurs. Donc on a l'impression que ça fait perdre du temps, mais c'est tout l'inverse. On dit souvent, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Nous, on dit même pas. Nous, on dit, ensemble, on va à la fois plus vite et plus loin quand on a la bonne méthode. Et donc, voilà, la résilience, donc la performance sur le long terme, est intimement liée à la création de valeur sociale. Ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas considérer que l'économie sociale doit être un secteur non rentable, par exemple. Pour moi, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Il faut considérer que oui, on peut mener les deux de front et qu'à un moment, ça amène même de la performance si c'est bien fait. Alors, Sophie, c'est moi qui vais vous faire venir. Ne vous en faites pas, je vous cherche, à moins que peut-être Bastien l'ait déjà fait. Alors, il faut juste rechercher un nom. Je l'ai invité sur scène normalement déjà. Ah ben voilà, Sophie se prépare. C'est parti. Si ça fonctionne.
Alors, sinon, on peut passer à la question suivante en attendant que Sophie se prépare et après, on échangera. La question suivante, du coup, alors je maîtrise moyennement l'outil, mais la question suivante est donc comment s'assurer que le groupe de... Donc c'est relatif à la présentation que tu as fait de l'atelier consommateurs et citoyens. Oui. Et Emmanuel se demandait comment s'assurer que le groupe de consommateurs est représentatif du marché pour la marque en question. Et que ce ne sont pas du coup des militants engagés qui viennent participer aux ateliers. Vrai sujet. Vrai sujet de grande importance. Parce que, effectivement, si vous travaillez avec des militants, vous allez obtenir le fameux cahier des charges dont vous ne voulez pas, puisqu'il ne conviendra pas aux consommateurs. Donc, si vous voulez faire ce travail de façon vraiment performante, il faut que vous ayez un échantillon représentatif dans lequel même il va y avoir des enfants, parce que les prescripteurs de l'achat des céréales du matin ont parfois moins de 10 ans. Mais j'en ai pas parlé. L'une des méthodes que la R&D de la FTI a mise en œuvre, a développée, s'appelle la collaboration inclusive. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas qu'à travailler avec les gens qui ont le savoir, les gens qui ont la culture ou les capacités, mais à travailler avec toutes les personnes impactées. Ça veut dire que quand on travaille à la conception d'un bâtiment dans un EHPAD, on va travailler avec les gens qui sont résidents Alzheimer, parce qu'eux aussi ont le droit de donner leurs besoins et leurs contraintes. Et donc, tout l'objet, notamment du travail avec les designers et les sociologues, est d'arriver à mettre les gens en capacité et à les faire participer. Donc ça, c'est ma réponse théorique. C'est oui, il faut avoir un groupe représentatif des consommateurs, et je dirais même des usagers, donc des prescripteurs et des gens qui vont acheter. Donc, soit vous procédez comme on procède pour une conférence citoyenne sur le climat, ou sur un autre sujet d'ailleurs, vous faites un tirage au sort. Parce que si vous faites un appel, effectivement, un appel à volonté, vous risquez de tomber sur justement des militants, des gens qui ont un intérêt à participer à ça. Ou sinon, vous mettez en place des critères d'âge, de revenus, pour avoir un échantillon relativement représentatif. Alors, quand on travaille à 20, c'est compliqué, évidemment, hein, et donc ces dispositifs ne sont pas parfaits, ne sont pas aussi parfaits que ceux d'une conférence citoyenne, par exemple. En tout cas, voilà, votre question est tout à fait judicieuse. J'espère y avoir répondu. Est-ce qu'on a réussi à faire venir Sophie? Non, ça n'a pas fonctionné. Bon. Désolé, Sophie. Il aurait fallu qu'elle active sa caméra, mais il va nous rester plus que 2 minutes et je pense qu'il est du temps de conclure. Alors, prenons une dernière question alors. Alors, en dernière question, nous avions... Ah, voilà Sophie. Bonjour à tous. Merci. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu votre question? Oui, parce que ce sont des sujets, évidemment, moi, dont je suis convaincue. Hein, tout ce que vous venez de dire, je le vis dans mon entreprise, mais avec... comment dire, c'est compliqué. On sait très bien que la performance économique arrivera au bout du compte, environ 13%, comme vous l'avez bien signalé, mais il faut passer par une phase au départ où on perd un peu de chiffre d'affaires parfois. Ça peut être autour de 3 à 5%. Selon les études, et c'est vrai que là, ça se complique. Lorsqu'on a une entreprise, soit cotée, soit avec des actionnaires qui sont sincèrement plutôt dans une financiarisation à outrance, ces sujets sont secondaires malheureusement. Aussi bien sur le plan des collaborateurs que des clients, j'oserais dire. Et c'est très dommage, puisqu'on sait très bien que pour attirer les talents de demain, pour éviter effectivement le name and shame, que les clients soient attirés plutôt par la concurrence. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est par la réglementation surtout et par justement l'exemplarité de certaines entreprises que les transitions pourront se faire, les transitions durables. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra pas avancer simplement avec son entreprise. C'est la société tout entière qui participe. Merci Sophie pour votre question et votre remarque, effectivement très juste. On ne peut pas changer le monde tout seul. Néanmoins, on a vu ce qui s'est passé chez Danone récemment. Hein, le poids des actionnaires est toujours très important. Néanmoins, moi j'ai envie d'être optimiste
en me disant qu'on retiendra au moins de cette crise sanitaire le fait qu'on ne peut plus faire les choses de la même façon. Et donc ça, c'est mon optimisme. Mais après, moi, je crois que si, on peut essayer de faire changer les choses à petite échelle, et même au sein d'une entreprise, par petits pas, en montrant le chemin. C'est un peu plus vrai, je trouve, que les sujets se sont accélérés depuis 2018, et en particulier, évidemment, depuis l'année dernière. Mais une grande entreprise qui n'a pas envie d'évoluer n'évoluera pas, si ce n'est par le prisme des clients et celui des collaborateurs. Si les clients vont dans des entreprises plus vertueuses et les futurs collaborateurs aussi, voilà, c'est un peu par la contrainte. Mais c'est la vertu aussi de la chose. C'était le sens de notre proposition, hein, c'est de dire on va faire du travail avec les consommateurs un outil de performance marketing. Donc, on va faire de la RSE un outil marketing, pas en tant que tel, c'est-à-dire on ne va pas afficher un logo RSE ou etc. On va faire un outil de performance marketing. Et de la même façon, on va faire en sorte que le travail avec les collaborateurs soit un outil de performance RH, que ce soit un outil de marque employeur, que ce soit un outil de facilitation du recrutement et de fidélisation des collaborateurs. Voilà, donc, mais moi, je suis persuadé que ce n'est qu'en utilisant le vocabulaire, les outils du capitalisme, de l'entreprise, hein, donc en disant que c'est ça qui va permettre la performance économique, qu'on va y arriver. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille depuis 7 ans, comme je le disais, à faire en sorte qu'on puisse aller ensemble plus loin et plus vite, c'est-à-dire que ce soit immédiat. D'où ces outils qu'on vous propose qui fonctionnent en 4 semaines, par exemple. C'est extrêmement rapide parce qu'il faut tout de suite enclencher la chose et pas se dire, voilà, on va investir sur 10 ans, perdre de l'argent et après en gagner. Oui, Bastien me fait signe qu'il faut qu'on accélère. Merci en tout cas, Sophie, de votre question. Bastien, est-ce qu'il nous restait une dernière question ? On peut plus. On peut plus. On a déjà dépassé l'horaire. Désolé. En tout cas, merci énormément à tout le monde d'avoir participé. N'hésitez pas, vous avez là un email générique qui est idéestudio@la-FTI. Sinon, moi, je m'appelle François Bottelier de Poix, donc mon email c'est fbd@la-fti. Elodie c'est ea@la-fti.org et Bastien c'est bl@la-fti.org. N'hésitez pas pour toute question, si vous avez des éléments de cette présentation que vous souhaitiez revoir. Et puis, je crois que vous aurez accès à une vidéo de ce webinaire pendant les quelques jours qui suivent. Merci beaucoup à tous et à toutes. Passez une excellente journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.